Très chers amis amateurs de thé francophone, bonjour, bienvenue chez moi, Stéphane Herler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Aujourd'hui, nous continuons dans notre cours de cet hiver sur les oolongs à haute oxydation et les thés rouges. Et cette fois-ci, nous revenons à un thé rouge qui s'appelle, attention, le nom est un petit peu peut prêter à confusion, il s'appelle Dai Oolong thé rouge de la côte est de Taïwan et il a été récolté au printemps 2021. Alors, on va vite sortir pour l'examiner ces feuilles. Donc dans ce cours, les dernières fois nous avions vu la beauté orientale pendant 4 cours différents, 4 beautés différentes, parce que c'est un thé qui va, dont on va encore avoir besoin de parler pour parler de ce thé, pour bien le comprendre. Mais avant que nous nous lancions dans ce cours, je voulais vous rappeler que j'ai écrit quelques petites choses sur mon blog, notamment, et en plus, une fois n'est pas coutume, j'ai eu l'aide d'Olivier de la Salle, mon ami philosophe, qui nous a écrit tout un article tellement long qu'il est en 2 parties. Il est publié sur mon blog ainsi que sur le sien et il pose des questions très intéressantes sur la signification du mot thé. Alors si vous n'avez pas encore lu cet article sur mon blog ou bien sur le sien, allez-y, je vous le recommande. Et j'attends la suite avec impatience cette semaine. Et pendant qu'on parle de littérature et de linguistique, je voulais également vous parler de ce livre de Shenayan, Au bord de l'eau, Shui Ruzhuan, en chinois. À partir de... Donc vous savez qu'actuellement je suis en train de lire Proust, je vais bientôt le terminer. Je continue de faire mon étude sur le thé dans ce livre. Je fais également l'étude de thé dans le livre de l'empereur Huizong. Et à la suite de Proust, avec Olivier de la Salle, nous allons lire ce livre-là, donc Au bord de l'eau de Shenayan, qui est un livre, un des 4 grands romans chinois, les plus grands romans classiques de la Chine. Et je me suis dit, tiens, peut-être que certains d'entre vous sont également intéressés par faire une lecture de groupe. L'avantage de la lecture de groupe, c'est que on est un peu plus motivé, surtout pour des grands pavés comme ça fait, je crois, 2200-2800 pages. Enfin, c'est vraiment très très long comme livre. Donc parfois, être en groupe et lire chaque semaine 50-60 pages ensemble, c'est plus simple que de lire ça seul de son côté. Mais ça a peut-être l'inconvénient de devoir suivre un petit peu un rythme. Mais bon, donc c'est l'avantage. Ce livre-là, il est très intéressant pour la compréhension de la littérature chinoise, pas forcément pour la compréhension du thé, parce qu'il se plonge dans le monde des rivières et des lacs, c'est-à-dire dans le monde des brigands, hein, là où l'armée chinoise n'avait pas accès, hein, donc là où il y a beaucoup de rivières et de lacs, donc dans ces zones un petit peu marécageuses qui étaient difficiles à contrôler, et donc ce sont plutôt des brigands, donc des bandits qui n'ont pas tellement d'argent pour bien déguster le thé, qui vivent dans des endroits un petit peu malfamés, un petit peu parfois à la Belle Étoile, on est plutôt dans le sud de la Chine. Et donc, c'est pas forcément un livre qui va vous amener beaucoup de compréhension sur le thé, mais c'est un livre qui peut vous intéresser si vous vous intéressez à la culture chinoise, notamment la culture classique. Donc faites-moi signe si vous avez envie de participer à cette lecture de groupe. On commencera d'ici avril, et à ce moment-là, je vous donnerai les liens pour vous connecter avec moi dans ce groupe. Alors revenons maintenant au thé, et nous commençons par bien préchauffer le Gaiwan, parce qu'aujourd'hui il fait bien froid à Taipei. Et vous allez voir que c'est un thé qui nécessite un bon préchauffage. On commence par regarder les feuilles, elles sont bien foncées. On remarque aussi qu'elles sont assez dures, et quand vous avez ouvert le paquet, vous avez dû remarquer que c'est un paquet
qui a été fermé de manière sous vide avec une bonne force pour les paquets de Baozhong et de beauté orientale. Quand je fais du sous-vide, je laisse un petit peu de place pour pas écraser les feuilles. Mais là, ces feuilles-là, elles sont un petit peu roulées. Elles sont assez dures, donc ce sont des feuilles qui supportent plus de pression pour bien fermer le paquet. Et donc, à cela, on peut voir qu'elles sont des feuilles assez matures et assez fortes. Donc le cultivar s'appelle Daiye Oolong, mais ce n'est pas un oolong, c'est un thé rouge. Donc c'est le nom du cultivar qui peut peut-être entraîner une certaine confusion, mais ça reste un thé rouge. On peut le voir au fait qu'il est complètement foncé, très très foncé en couleur. Il y a quelques bourgeons un petit peu orangés, mais pas tant que ça. Donc ça, c'est un thé qui a été récolté de manière un peu plus mature en mai 2021. Alors l'histoire de ce thé remonte à l'année 2005 ou 2006. À cette époque, il y a eu une compétition de thé, encore une, c'est pas la compétition de Dongding, celle-ci s'est appelée la compétition internationale de thé de Taïwan pour trouver le meilleur thé du monde. Et elle a fonctionné comme ça. Chaque comté de Taïwan avait le droit d'envoyer un représentant à cette compétition. Et il y avait également quelques producteurs de l'étranger, notamment d'Inde, je ne sais pas si c'est du Pakistan, ou bien du Népal, peut-être de Chine aussi, qui étaient également invités. Donc ça a pu donner le côté international à cet événement pour pouvoir ensuite proclamer que c'était le meilleur thé du monde. Et c'est le thé qui a gagné lors de cette compétition. À cette époque-là, nous étions dans un mouvement de retour à la qualité pour les thés rouges. Le thé Jinjunmei venait de faire un peu sensation en Chine avec sa qualité très, très forte, et il avait été bien promu à cette époque-là. Jinjunmei, c'est le thé qui est un petit peu un dérivé du Lapsang Souchong. Ce sont des feuilles encore plus fines, mais sans le fumage des feuilles. Et c'est considéré comme un des meilleurs thés rouges en Chine de nos jours, très copié. On a très, très rarement du vrai, mais effectivement c'est quelque chose de très fin. Et donc à cette époque-là, où on avait un regain d'intérêt pour le thé rouge, il y a eu cette compétition-là, et ce thé rouge a réussi à s'imposer. Parce que il n'avait pas, bien qu'on est à Taïwan et qu'il y avait comme une majorité de producteurs de houblon, il n'était pas écrasé par ces producteurs parce qu'il n'y avait qu'un seul concurrent par comté, et il a bénéficié de l'effet de nouveauté. Tiens, c'est un thé qu'on ne connaissait pas avant. Et il a également bénéficié donc de l'influence de la beauté orientale, parce que son inventeur, il avait fait ses armes dans la région de Miaoli et de Hsinchu avec la beauté orientale, et au départ, il y a 20 ans, il avait essayé de faire de la beauté orientale à Hualien, mais ça n'avait pas tellement bien marché. Pourquoi ? Parce que le terroir de la côte Est est très différent du terroir de la côte le terroir de la côte Est de Taïwan, d'où vient ce thé-là, est très différent du terroir de la côte Ouest. Sur la côte Est, en fait, on fait face au Pacifique. Et là, c'est différent de la France, où les dépressions viennent toujours de l'Ouest, viennent toujours de l'Atlantique. En fait, là, à Taïwan, les dépressions, elles viennent toujours du Pacifique. Et donc, c'est de là que viennent beaucoup de vents, tous les cyclones, qu'on appelle typhons ici,
Donc chaque fois qu'il pleut beaucoup, même les tremblements de terre, bon, ça rien, ça a moins de choses à voir, toutes ces intempéries nous viennent du Pacifique à cause de l'humidité et de la chaleur qu'il y a sur cet océan. Et donc, sur la côte est, non seulement on a moins de terrain parce que la montagne elle commence très très tôt, mais en plus la nature est vraiment soumise à un climat beaucoup plus rude, très très chaud en été. Et là on est encore plus au sud que Sinju, donc il fait encore plus chaud. Et donc il fait vraiment un climat très extrême avec beaucoup de vent de l'océan, des températures fortes, parfois même des typhons. Et il faut donc des thés qui soient très résistants. Donc là le Dai Oolong, c'est-à-dire un oolong à feuilles grandes, donc des grandes feuilles. Et puis comme il fait très chaud, ça convient mieux à faire des thés complètement oxydés plutôt que des thés oolong qui ont toujours besoin d'une certaine harmonie entre la fraîcheur et la chaleur. Hein, donc là où il fait très très froid, on fait des oolongs très légers, et là où le climat un petit peu est bien tempéré, on peut faire des oolongs à haute oxydation. Mais il trouvait qu'il avait du mal à faire de la beauté orientale dans un climat aussi rude, aussi sauvage, où la chaleur est aussi présente quand elle est là, et où il y a autant de pluie quand il pleut. Et donc ça correspondait bien mieux à faire un thé rouge, mais il a réussi à faire en sorte que sans utiliser des pesticides, il y ait ces mêmes petits insectes que pour la botte orientale qui se retrouvent également dans ces récoltes et qui mordent un petit peu ces feuilles, ce qui va, comme pour la botte orientale, donner une petite touche de miel un peu plus sucré que pour des thés rouges conventionnels. Alors on va préparer ce thé maintenant pour voir ce qu'il en est et le goûter. Hop là. Donc c'est un thé assez concentré. Une couche sur le bas du gaiwan suffit, mais comme il est un petit peu en boule, on peut l'infuser avec un peu plus de force. Donc je le fais un petit peu danser, pas forcément aussi fort qu'un thé de haute montagne, mais quand même. Je lui donne un petit peu de force pour que les feuilles s'ouvrent. Ce qui me reste là, je le remets dans la jarre. J'en profite. Ah, c'est assez dingue, hein, c'est plein de fraîcheur et des... Voilà. Là, on est loin du thé, on est pratiquement dans le parfum. Et quand je ferme les yeux, c'est vraiment... je me sens dans la nature. C'est complètement naturel comme parfum, mais ça fait voyager effectivement dans un paysage très exotique d'une île dans le Pacifique. Et si vous avez une jarre, je vous conseille de laisser ces feuilles reposer un petit peu dedans et de les sentir dans la jarre. Vraiment, c'est très 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 fin comme parfum qui ressortent grâce à cela. Alors aujourd'hui, nous avons vraiment la chance d'utiliser un gaiwan en porcelaine parce que la porcelaine, c'est vraiment le matériau qui correspond le mieux pour faire du thé rouge. Le thé rouge de cette qualité n'a pas besoin d'une terre Ishing pour être modifié, pour être arrondi. Et surtout, l'émail permet de bien restituer tous les arômes. On y va.
Une très jolie couleur, bien transparente, bien brillante et bien plus foncée que celle que nous avions donc la semaine dernière avec la beauté orientale d'hiver. Donc à cela on voit déjà que c'est vraiment un thé d'oxydation complète. Si l'on regarde les feuilles, on peut également voir qu'elles sont vraiment bien foncées. Je vous les montre. Et bien rouges. Et que ce ne sont pas des bourgeons, mais des feuilles bien matures. Voilà. Donc, et bien séché également, ce qui permet que ça soit bien conservé jusqu'à maintenant. Alors, nous verrons des thés rouges un peu de type Assam indien. Eux, ils ont une certaine astringence, parfois une amertume également. Mais là, avec le Daié Oolong comme cultivar, on bénéficie vraiment de la douceur de ce type de feuilles. Je trouve qu'il n'y a pas d'amertume, pas d'astringence, ou bien vraiment c'est juste assez pour que ça donne du corps à notre goût, mais ça reste vraiment très doux, très sucré. Au niveau du goût, et avec cette note de miel, et on est à une oxydation comme on est fin mai, on n'est pas encore au maximum de la chaleur, donc il y a encore une petite légère touche de fraîcheur, et le tout est vraiment très pur en bouche. Il y a beaucoup de finesse et beaucoup de pureté. En plus, c'est un thé qui n'est pas traité aux pesticides pour avoir les morsures des insectes comme la beauté orientale. Et donc ça, c'est l'adaptation. L'idée d'utiliser la beauté orientale comme modèle, qui montrait que c'est possible d'améliorer le thé grâce à ces insectes qui viennent mordre les feuilles lorsqu'elles ne sont pas traitées avec des pesticides, mais adapter ce process au terroir de l'Est, et notamment du sud-est de l'île, qui est juste à côté du Pacifique, et qui donc est trop intense, trop sauvage pour permettre de faire du bon oolong, mais par contre pour le thé rouge, c'est tout bon. Voilà. Donc on a vu pourquoi ce thé est devenu célèbre. Comme il a également une grande partie de sa qualité qui va dépendre des morsures, un petit peu comme pour la beauté orientale, il vient en différents grades de qualité. Donc sur mon site, vous le trouverez non seulement dans ce grade-là, mais il y a également un grade top, qui est pratiquement deux fois le prix. Et là, vous pourrez faire l'expérience d'avoir un thé encore plus concentré en arôme de miel à cause de morsures encore plus nombreuses. Ici, on les sent déjà, mais ça reste à un niveau plus normal, plus naturel, on va dire. Avec l'autre, c'est encore plus concentré. Mais on remarque que très peu de feuilles ont suffi pour faire une infusion très concentrée. Donc c'est un thé rouge, je le trouve, de grande qualité. Et qui reste doux, qui reste très facile à boire. Et pour un jour aussi frais qu'aujourd'hui, ça fait du bien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour ce thé. Dites-moi si vous avez des questions, je vais bientôt y répondre à la suite
de ma petite allocution. Je vous remercie pour votre visionnage. Mettez-moi un petit pouce bleu, vous souscrivez à ma chaîne si vous avez envie d'avoir plus de cours de thé. Et je vous dis alors à la semaine prochaine pour un autre cours.